on passe maintenant à la deuxième partie qui est consacrée au business model lié à la blockchain. Et j'accueille maintenant Nicolas Loubet, qui est le cofondateur de Celabs et qui va nous parler des smart contracts. Alors la question c'est, pour passer les slides, est-ce qu'on peut aller en avant et en arrière? Oui, gauche pour avant, droite pour arrière. Pardon, on avait l'inverse. Avant, arrière. Avant, arrière, voilà. Ça marche. Du coup je peux directement ici. Si ça marche. Est-ce que ça marche? Ouais. Désolé, je suis un peu moins expert que certaines et certains sur les présentations. Alors, je propose de respirer profondément et de regarder un peu la slide qui est derrière moi. Donc, l'idée, c'est un peu de mettre dans un référentiel de transformation sociale le sujet du soir. Donc, c'est tiré d'un livre que je vous recommande, qui parle en fait du modèle d'organisation des communautés du logiciel libre. Donc, c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, j'imagine. De Sébastien Broca, qui est sociologue du travail. Et ce que je trouve très intéressant, c'est les petits, on va dire, mots-clés qu'il introduit dans son texte. Donc, c'est un livre, évidemment, qui ne se relie pas une slide. Alors, je sais que le temps est très court, donc je ne peux pas non plus détailler vraiment dans ces grandes lignes. Mais en gros, si je devais résumer en une phrase ce que dit ce bout de texte, il y a des transformations absolument partout et elles n'ont pas attendu blockchain pour se mettre en œuvre. Voilà. La question qui est intéressante, c'est est-ce qu'un jour ces grandes transformations à l'échelle d'une petite noix, de petites cellules évolutives, vont comme ça devenir un immense organisme qui va engager une espèce de métamorphose incroyable à l'échelle de notre planète. Donc c'est le côté un peu design fiction de ma présentation. Mais gardez ça à l'esprit, je pense que ça donne des perspectives intéressantes. Alors, le contexte pour Celabs, c'est celui-là, c'est que grosso modo, on a construit un framework économique hyper, je dirais même techniquement hyper puissant, dans une infrastructure de civilisation et d'organisation préalable qui date grosso modo du XIIIe siècle. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont infiniment plus instruits ou érudits pour en parler, économistes, philosophes, sociologues. Mais ce qui est intéressant, c'est de le ressentir. Donc quand on est un jeune entrepreneur précaire et qu'on a effectivement très peu de moyens, qu'on est obligé de faire des crédits et qu'on n'a effectivement pas toujours la liberté de faire ce qu'on veut, on le ressent un peu ça. Et même quand on est entrepreneur à non-succès, encore une fois, c'est-à-dire qu'on teste, on n'y arrive pas, on ressent un peu ça. C'est quand même les règles du jeu, on ne sait pas si on est tous égaux par rapport à elles. Voilà, donc gardez ça encore une fois à l'esprit. Ceci étant dit, l'essentiel de ma présentation va porter sur une blockchain qui nous semble particulièrement intéressante. Donc, vous avez tous et toutes entendu parler de Bitcoin, vous êtes incollables dessus, donc je ne prendrai pas là-dessus. La question, c'est combien d'entre vous ont déjà entendu parler de Ethereum ? Est-ce que quelqu'un dans la salle serait prêt à nous dire ce qu'est Ethereum? Quelqu'un au fond? Non? Oui? Je vais répéter, ne vous inquiétez pas. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'y essayer? Monsieur? Pas mal. Est-ce qu'il y a un troisième candidat? Il y a un sous-jacent de l'Ether aussi qui est l'Ether, donc un concurrent de l'Ether aussi. Ok. Alors je vous donne une proposition non pas alternative, mais on va essayer de réconcilier toutes les définitions. Je pense qu'Ethereum, c'est un peu la définition impossible, mais essayons. Ethereum, c'est peut-être le seul, l'unique, le vrai ordinateur global qui nous appartient tous et qui permet d'exécuter sur une base effectivement décentralisée à peu près tout et n'importe quoi. Voilà. Ceci étant dit, ça permet d'imaginer la suite. Alors, dit comme ça, c'est pas super sérieux, mais vous allez voir qu'il y a vraiment du sérieux derrière tout ça. Ça, peu ou prou, c'est ce qui va arriver bientôt sur vos mobiles, sur vos tablettes et sur tous vos terminaux. Il y a des gens très spécialistes qui vont parler après, j'imagine, donc je ne vais pas dans le détail. Mais en gros, vous voyez, grosso modo, en termes d'UI ou d'UX, c'est assez classique. Vous avez une identité, vous avez des contacts, vous avez un réseau, vous avez un nombre d'indicateurs de réseau. Ça ressemble presque à un Google Analytics, d'une certaine manière. Mais ça, c'est la quasi-réalité, ça va bientôt arriver. La différence, c'est que vous avez le petit wallet qui est à côté. En gros, tout le monde des stores, des applications que vous avez connues, va se répercuter potentiellement en étant instruit et supporté par effectivement ce qui a fait la richesse de Bitcoin. C'est une infrastructure complètement décentralisée et pour partie autonome, et c'est mon point. Et c'est là-dessus que je vais
effectivement un tout petit peu discuter. Donc, gardez ça à l'esprit. Un store, c'est tout à fait possible et on peut le faire supporter par Ethereum. Le point... Ah, ça se grippe. Voilà. J'en viens à mon sujet. Si Ethereum, effectivement, est une forme de blockchain qui permet à n'importe qui de créer sa propre application sur un ordinateur global qui appartient à tout le monde, un commun industriel, en d'autres termes, comment piloter ce magnifique édifice? Vous avez un économiste informaticien, j'espère ne pas écorcher son nom, il y a des spécialistes qui en parlent mieux que moi, donc Nick Szabo, qu'on soupçonne d'être peut-être Nakamoto, le fameux Nakamoto, peut-être qui est dans la salle. Et ce qui est intéressant, c'est que, imaginez une société, une civilisation, où, au lieu de passer par une autorité centrale, une mairie, une église, vous passez par une forme d'infrastructure qui vous permet de créer votre propre système de lois et de règles. Alors dit comme ça, c'est très utopiste et ça ne se suffit pas lui-même. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en gros, un smart contract, c'est comme si je vous donnais, je caricature, hein, des dés, des jetons, des ciseaux, et vous allez effectivement créer votre propre système de Monopoly. Et ensuite, derrière, je vous monopolie avec un certain nombre de règles qui vont être exécutées au regard de ce que vous avez codé en amont. Dit comme ça paraît un peu saugrenu. La réalité, c'est que de la même manière que vous êtes amené à coder des algorithmes, à coder des applications, à coder un certain nombre de formes d'interaction, merci pour les 5 minutes, vous êtes capable, littéralement comme vous pouvez le faire avec un Scratch, donc ça permet de faire ce qu'on appelle du visual coding, de construire votre système d'engagement et d'interaction entre pairs, encore une fois, sur une architecture décentralisée. Pourquoi je parle de ça et pourquoi je fais un long laïus avec un peu d'humour, en tout cas j'essaye? C'est que ce qui nous semble particulièrement intéressant pour Celabs, et après je vais devoir défiler, c'est que si, depuis le XIIIe siècle, nous n'avons pas innové dans la structure fondamentale de nos organisations, peut-être que le truc le plus marrant, le plus fun, le plus insolite, un quatrième, exotique, ce sera d'imaginer, d'explorer cet espace de design. C'est-à-dire des formes d'organisation qui ne sont pas gouvernées par uniquement des machines entre machines, uniquement les humains entre humains, donc ce qu'on appelle les vieilles organisations parfois un peu ennuyantes, mais une hybridation subtile entre des humains qui mettent leur confiance et l'infrastructure qui les supporte au sein du processus que je vous ai décrit. Alors évidemment, ce que je raconte, ça ne se discute pas en 10 minutes, mais... Bon. L'idée, et maintenant je vais essayer d'être très pragmatique et très sérieux, c'est qu'en fait, ces formes d'organisation préexistent. Le Bitcoin, c'est très marrant vu sous l'angle de la banque, mais ce qui est encore plus marrant, c'est de regarder qui joue avec et avec quelles règles du jeu. Ce qui est très intéressant dans le cas du Bitcoin, selon nous, en tant qu'agent extérieur, observateur, c'est que vous avez une infrastructure d'engagement, de transaction, qui n'est a priori pas régulée par une autorité centrale. Dit comme ça, c'est quand même extraordinairement disruptif. Ce qui après est beaucoup plus intéressant. Vous avez une petite équipe, donc les 3 bonhommes qui sont en bas, dont certains et la plupart sont issus de la communauté Ethereum, qui ont imaginé que c'était bien le monde virtuel, mais que le monde bien réel et matériel était encore plus intéressant à explorer. Imaginez que dans tous les objets qui ont des capacités effectivement de calcul, donc de plus en plus, on nous parle du monde des objets, vous ayez la propriété d'implémenter effectivement tout ce que je vous ai décrit. C'est une première chose. Et deuxième chose, donc ça joue sur les systèmes d'authentification, de reconnaissance. Imaginez que la gouvernance de tous ces objets, donc l'infrastructure qu'il a décrit, ne soit pas pilotée par une entreprise, mais par une DAO. Ce que j'essaie de décrire, c'est-à-dire une organisation décentralisée, autonome, qui repose sur les propriétés que j'ai décrites de par les smart contracts et qui, à la racine, sont supportées par Ethereum. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui est très intéressant dans le modèle de Slockit, donc en gros, vous avez un objet, il est authentifié, il y a un certain nombre de règles d'engagement d'interaction qui les définissent, c'est qu'ils ne confient pas la gouvernance et la direction de leur grande entreprise à un fonds d'investissement qui va prendre des parts et tout ce qui va avec, j'arrive à la fin. Ils la donnent littéralement à la communauté qui va s'équiper des fameux Slockit. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'on est dans un modèle d'infrastructure qui va supporter du hardware, qui va supporter ce fameux Internet des objets, sans autorité centrale. Slockit n'est pas le propriétaire de l'infrastructure, ce n'est qu'un modeste fournisseur de services. Et si d'aventure la DAO décidait que ce n'était pas le meilleur, eh bien d'autres boîtes, d'autres entreprises et d'autres petites organisations pourront s'en saisir. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils décrivent dans leur médium Accord et Acrim.
Après, là, je pense que je laisserai la parole à Prima pour décrire ce qu'elle fait avec des plantes robotiques Android. Mais en gros, ce qui est très marrant, c'est que, encore une fois, interroger les marges, c'est regarder parfois des gens complètement farfelus, mais néanmoins très sérieux, construire des systèmes qui reposent sur les propriétés que j'ai décrites. Donc imaginez, et Prima en parlera puisque c'en est peu ou prou la conceptrice, imaginez une œuvre qui n'a pas de propriétaire, qui s'appartient à elle-même. Imaginez une œuvre qui décrit son modèle de dissémination, non pas au regard d'un marché, le marché de l'art, mais au regard des communautés d'artistes qui vont se mobiliser au travers des systèmes de consensus pour effectivement décrire la trajectoire et la pollinisation. C'est exactement ce qu'cette œuvre est en train de décrire. Bon, j'en viens à mon sujet. Autrement dit, et pour terminer la minute, penser les business models qui sont appuyés par blockchain, c'est oublier un petit paramètre. C'est que, 1, il y a des transformations sociales de gouvernance absolument partout dans le monde, et ça on l'a dit. Que 2, je ne vais pas aller dans le détail parce que je n'ai pas le temps. Ça, je pense que c'est la slide qui mérite d'être prise en photo. Et je vais terminer là-dessus. C'est qu'en fait, on est sur une phase où on est en train de reframer globalement les possibilités technologiques qui sont à notre disposition. Et tous les gens précaires, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, et ça sera ma dernière phrase, ont peut-être là une technologie d'orchestration qui leur permettra de littéralement s'associer pour construire des formes d'organisation, des modèles de réussite collectifs, où le jeu est peut-être guidé par la coopération, plutôt effectivement par une certaine concurrence avec toutes les formes que j'essaie de décrire tout à l'heure. Et donc, on va expérimenter ce modèle très sérieusement à la conférence Lift au mois de février. Donc, si l'aventure vous invite à venir à Genève, manger des fondus et expérimenter dans le réel ce que je vous ai décrit, ça marche. Ça, c'est les consortiums rigolos dans lesquels on est amené à expérimenter ce qu'on a fait. Donc, on bosse avec, en partie, ces messieurs-dames qui sont en haut. Et le fameux consortium mentionné par notre collègue de Pemium. Et pour ceux qui veulent vraiment penser, qui se disent, c'est pas très sérieux tout ça, on a édité un livre blanc qui peut être récupéré depuis notre site web et qui est hébergé sur le serveur de Blockchain France. Et voilà. Donc, autrement dit, ne regardons pas toujours la question des business models sous l'angle plus, on va dire, traditionnel. Intégrons les propriétés fondamentales qui sont en train de changer en back-office et ils sont d'imaginer, de créer, d'inventer avec toutes les briques technologiques et toutes les intentions de projet qui s'expriment. Voilà.